Oui, par rapport à la question que vous venez de me poser concernant, d'une part, la tenue du dialogue au Congo-Brazzaville par le PCT M. Sassou, il est quand même curieux que ce pays, tous les 2 ans, a besoin d'un dialogue. En 2009, avant les élections présidentielles, M. Sassou avait convoqué son opposition pour un dialogue dont il avait estimé que Mme Niali n'était pas en mesure d'assumer la présidence du dialogue. Il avait donc préféré M. Myokono Onzila, qui était beaucoup plus arrangeant. Nous avons donc eu un dialogue qui finalement était à l'avantage de M. Sassou et du PCT. En 2011, avant les élections législatives, M. Sassou aussi convoque un dialogue à Evo et l'opposition court là-bas pour donner finalement la majorité, pour ne pas dire une assemblée peuplée des gens du PCT. Et en 2013, avant les élections soi-disant locales, il y a eu le dialogue de Dolisie. Et aujourd'hui, on entend que M. Sassou convoque encore un dialogue parce qu'il y a des élections en 2016. Mais quel est ce pays qui, pour régler le problème, doit convoquer un dialogue tous les 2 ans? Et pourtant, le 10 janvier 2010, quand je suis parti de France pour rentrer au Congo, au cours d'un déjeuner de presse, quand j'avais présenté des vœux à la presse, j'avais été clair. J'avais dit à M. Sassou qu'il avait suffisamment donné à manger à ceux qui avaient fait la guerre, qu'il fallait aujourd'hui penser à construire le pays. C'est ce que je lui avais dit. Sinon, à partir de 2012, ce serait compliqué pour lui et que nous appellerions la population à s'abstenir massivement. C'est ce qui est ressorti des résultats. Finalement, 96% de la population s'était abstenue. Et aujourd'hui, nous attendons que voilà, quand les autres appellent au dialogue, il n'est pas d'accord. Nous avons appelé depuis longtemps la mise en place d'un gouvernement d'union nationale pour régler une fois pour toutes ces questions. La seule réponse qu'il a donnée, c'est de mettre en prison les membres et les cadres du CDRC le 21 août 2013. Et aujourd'hui, il les a exportés au nord du Congo. Fort heureusement, d'ailleurs, je remercie monsieur le secrétaire général des Nations Unies, monsieur Ban Ki-moon, qui, par le Conseil des droits de l'homme, a reconnu la validité de notre combat en intimant un ordre inconditionnel que M. Sassou devrait libérer les membres, les prisonniers politiques du CDRC qu'il a déportés au nord. Cet avis qui a été signé par l'ONU date du 22 décembre, ce qui veut dire que M. Sassou a eu cette notification au plus tard le 23. Et jusqu'à présent, les membres de mon parti sont toujours en prison. Pourquoi ne les sort-il pas? S'il ne les sort pas, il y a, nous pouvons dire, et ce n'est pas une supputation parce que c'est dans la manière de M. Sassou. S'il ne les sort pas, c'est que les membres de mon parti ont été exécutés comme il a fait disparaître les disparus du beach. Sinon, il les aurait sortis à partir de l'avis de l'ONU. Pourquoi il ne les sort pas? C'est qu'ils n'existent plus, ces gens-là, les membres de mon parti. Ça veut dire que lorsqu'il les a déportés au nord, il les a assassinés. Comme il est disparu du beach, comme le Massamba Diéba, dont on n'a jamais vu, le président Massamba Diéba, dont on n'a jamais vu le corps. Ça veut dire que nous ne retrouverons plus les cadres du CDRC. C'est pour ça que, par rapport à la question que vous m'avez posée sur l'avis de l'ONU, je dis que je veux consulter mes avocats pour qu'ils commencent à voir dans quelle mesure nous devons porter plainte contre M. Sassou Nguesso
et contre M. Aimé Emmanuel Yoka pour avoir kidnappé et assassiné les membres d'un parti politique dont l'ONU vient de reconnaître que c'était des arrestations arbitraires. Voilà ce que je peux vous dire en entendant d'examiner avec les membres de mon cabinet comment nous pouvons faire pour aider le Congo à s'en sortir, pour le droit à la vie, pour un mieux-être, pour que chacun de nous vive dans l'esprit du XXIe siècle. Je vous remercie.